Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par deux événements principaux. Vous les connaissez, d'un côté les sujets politiques, l'actualité française, aussi européenne de fait, avec des mouvements de marché importants sur les actions, sur les taux surtout, les écarts de taux, les fameux spreads, on va en reparler. Et puis l'autre gros sujet, c'était, et c'est tombé aujourd'hui, vendredi, au moment où j'enregistre ce podcast, vendredi après-midi, les chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont montré une amélioration. Et désormais, on va parler de la question macroéconomique américaine. L'inflation semble ralentir un peu plus fortement que précédemment. Les signaux macroéconomiques américains semblent aussi ralentir. Désormais, quand est-ce que la Fed enverra les premiers signaux de baisse de taux? Voilà pour les deux gros sujets. Donc on va déjà commencer par le premier sujet, le plus chaud, celui qui nous concerne tous. Veille de week-end électoral très important, les marchés face à l'incertitude politique française. Cette semaine, donc une semaine encore difficile pour le CAC 40, où les mouvements, et c'est ce que nous indiquions dans le podcast la semaine dernière, où les mouvements allaient être rythmés par le spread, c'est-à-dire l'écart entre les taux français et les taux allemands. Ce spread s'est très, très nettement dégradé ces dernières 48 heures. On était encore aux alentours de 70 points de base il y a à peu près 2 jours et demi. Et puis, à l'espace de 48 heures, on est venu chercher des zones au-delà de 80 points de base, 84 points de base notamment aujourd'hui. Alors, 80 points de base ou 84 points de base, ça veut dire quoi? C'est donc 0,84%. C'est l'écart entre le taux de référence de la France, qui est le 10 ans, donc le rendement de l'OAT, et de l'autre côté, le taux de référence allemand, le Bund, qui est aussi le taux de référence pour l'Europe. Quand on parle de spread, c'est toujours par rapport à ce où généralement un taux par exemple, de l'Italie par rapport à l'Allemagne, France par rapport à l'Allemagne, Portugal par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est vraiment l'îlot central sur lequel on est amarré. Et tant qu'on est amarré, tout va bien. Quand on commence à s'éloigner de cet îlot central, eh bien, c'est là que l'aversion commence à se faire sentir, l'aversion au risque, la défiance commence à apparaître. Et c'est ce qui s'est passé donc, pour la France ces 2 derniers jours. Donc probablement beaucoup de couverture avant le premier tour de l'élection législative. Donc on disait 84 points de base, c'est un niveau que on n'avait pas vu depuis 2012 en termes d'écart. Pour donner quelques repères, quand tout allait bien, je vais dire dans les phases où il n'y a pas de stress politique particulier ou stress économique particulier, on était entre 20 et 30 points de base à peu près pour le 10 ans, pour le spread OAT Bund. Quand c'était la panique, en 2011 notamment, crise de la dette en zone euro, on était monté à 190 points de base. OAT Bund toujours. Actuellement, vous voyez qu'à 84 points de base, eh bien, c'est une zone qui est peu confortable. C'est son niveau le plus élevé depuis 2012. Et c'est donc un signe clair de stress de la part des investisseurs par rapport à la France et par rapport à ce qu'il accouchera de cette élection où chacun cherche à se couvrir. Alors ça, donc, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle, très clairement. Et la tête du CAC 40 cette semaine nous montre que ce n'est pas une bonne nouvelle. On a refait une incursion aujourd'hui sous les 7000, 7500 points. On est toujours à peu près 9% sous les plus hauts, sous les records historiques du mois de mai. Donc, une situation qui est peu confortable. Est-ce que c'est la panique? Non plus. On ne peut pas dire que c'est la panique. La panique, ce serait un CAC qui serait déjà à moins 15, moins 20%. Ce n'est pas non plus la panique. Et la panique sur le spread, ce serait un spread qui commencerait à aller au-delà de 100 points de base. Donc on n'y est pas encore. Espérons qu'on n'y aille pas du coup. Mais un des aspects qui est, je ne sais pas si on peut dire rassurant, mais qui s'est peu dégradé en tout cas cette semaine, c'est le niveau absolu du 10 ans français, du taux français. Il y a le spread, c'est une chose, et puis il y a le niveau du taux français. Il était, là en fin de semaine, on est à 3,24, 3,25%. Avant dissolution, on était aux alentours de 3,10%. Et 48 heures après la dissolution, donc il y a à peu près 2 semaines et demie, on était allé chercher la zone des 3,34, 3,35. Donc vous voyez que 3,25, c'est une zone qui ne montre pas, si vous voulez, de mouvement de vente fort sur la dette française. S'il y avait de la vente de dette française par les investisseurs étrangers ou autres, de manière vraiment massive, ou de spéculation contre la dette française, on aurait à ce moment-là un taux 10 ans français qui serait remonté de 30, 40 points de base assez rapidement. Donc ce n'est pas le cas, ce qui veut dire que les investisseurs, pour l'instant, couvrent le risque, arbitrent ce risque français par rapport en achetant plus en achetant plus de dette allemande et en gros en allégeant les achats de dette française, mais sans forcément vendant la dette française, sinon à ce moment-là le taux français partira à la hausse. Donc voilà la situation, et l'euro est globalement assez stable, un petit peu au-delà de 1,07. Il était, rappelons-nous, dans 1,08, un peu au-delà de 1,08 avant la dissolution, donc c'est quand même assez stable sur le front d'échange. Donc verdict, eh bien, dimanche soir, déjà on verra avec l'ouverture des marchés, notamment sur le marché des changes par exemple, on verra le niveau de l'euro après le résultat du premier tour.
qui sera un premier indicateur du sentiment de marché. En gros, si l'euro rebondit, c'est que ça se passera plutôt bien pour le CAC le lendemain. Si l'euro ouvre à moins 50 pips, moins 100 pips le dimanche soir, on comprendra que l'ouverture sera compliquée le lendemain matin pour les marchés de actions et les taux aussi probablement. Donc, premier indicateur, donc dimanche soir, aux alentours de 22 heures, avec le marché des changes, et notamment l'euro par rapport au dollar. Voilà ce qu'on peut dire sur le sentiment de marché donc, en cette fin de semaine. Toujours un écart de volatilité donc, qui est assez sensible. La volatilité en gros sur les marchés européens, c'est 18-19 de volatilité. La volatilité sur les marchés américains, au même moment, c'est 12 à 13 de volatilité. Donc il y a toujours cet écart. On rappelle que c'est assez rare qu'il y ait de tels écarts de volatilité entre les deux gros marchés européens et américains. Donc ça traduit bien, là aussi sur le marché action, on voit très bien par ces écarts de volatilité, cette couverture qui s'opère sur l'Europe. Mais avec quand même une question en toile de fond, c'est... va-t-on voir la volatilité européenne retomber après le premier tour? En gros, est-ce qu'on passera de 18 et on reviendra vers 12, 13 de volatilité comme les niveaux sur lesquels nous étions avant dissolution? Ou est-ce que nous aurons une volatilité qui va perdurer et avec à ce moment-là le risque de voir la volatilité américaine embrayer et venir converger, venir se rapprocher des niveaux de volatilité en Europe, où à ce moment-là on aura un VIX qui passerait de 12 à 18-19. Et là effectivement ça voudrait dire des corrections de plusieurs pourcents sur les marchés américains, peut-être en couverture de certains investisseurs qui considèrent qu'à un moment donné, le risque européen, s'il s'avère qu'il y a un risque politique d'instabilité ou d'incertitude, de blocage politique, il y a plusieurs possibilités. Si c'était les scénarios qui accouchaient de l'élection du premier tour là, ce week-end, ou dans ce cas-là, est-ce qu'effectivement la volatilité américaine, à un moment donné, ne prendrait pas un peu le relais? Je rappelle toujours cette anecdote, mais qui nous montre que les marchés américains peuvent être sensibles à l'actualité européenne. Souvent, on les voit un peu comme les marchés qui sont sensibles à ce qui se passe aux États-Unis surtout, et puis finalement le reste, on s'en fiche un petit peu. Là, en 2011 par exemple, lors de la crise de la dette en zone euro, le SP500, donc le plus gros indice américain, avait perdu 20% en l'espace de 5-6 mois avant de se redresser. Mais il avait quand même lâché une vingtaine de pourcents par rapport au stress de la dette en Europe notamment. Donc, alors certes, il y avait aussi des fragilités à l'époque, on n'était pas non plus très très loin de la sortie de crise des subprimes aux États-Unis, donc il y avait quand même aussi un terrain assez fragile, on est d'accord, les 20% ne sont pas tombés comme ça du ciel, il y avait aussi une proximité par rapport à cette crise des subprimes qui avait été un choc historique sur les marchés financiers. Là, effectivement, ce n'est pas le cas. Le Covid est quand même déjà assez éloigné, voilà, il y a pas eu de gros chocs marchés très récemment. Mais donc, justement, peut se poser la question, est-ce que les 12 à 13 de volatilité sur les marchés américains, ce n'est pas trop peu par rapport à une situation finalement politique en Europe qui, à un moment donné, si ça devait vraiment être bloqué, pourrait avoir quelques petites conséquences économiques aussi, si vous voulez, en termes de confiance, en termes de sentiments par rapport à l'Europe, et du coup, l'Europe étant aussi une grosse zone d'activité économique, si ça commence à être tendu sur des questions politiques en Europe qui peuvent avoir des répercussions économiques, et notamment via les taux ou des questions budgétaires, à un moment donné, les États-Unis ne pourront pas rester à 12 de volatilité. Voilà, donc c'est un peu la question du moment quand même. C'est est-ce que le scénario le plus positif, c'est effectivement que l'élection n'accouche pas de stress particulier ou de résultats totalement inattendus et que la volatilité en Europe retombe, ce qui serait le scénario le plus favorable. Si en revanche il y a effectivement des questions de majorité relative d'un parti qui n'arrive du coup pas à former, vous voyez, qu'on n'arrive pas à former un gouvernement, qu'on n'arrive pas à former sur les questions, qu'il n'y ait pas de consensus et qu'on a une espèce de blocage politique permanent, dans ce cas-là, effectivement, il serait étonnant que la volatilité européenne retombe tout de suite, en tout cas, sans forcément que ça panique, mais sans forcément qu'elle retombe tout de suite. Et à ce moment-là, c'est plutôt la volatilité américaine qui pourra rattraper un petit peu tout ça. Donc voilà pour cette partie sur la politique européenne. Côté US, donc on en parle à l'instant, c'était une semaine marquée surtout par la question latente en fait, de cette inflation américaine. Donc enfin, des progrès sur l'inflation cœur. On rappelle que l'inflation cœur, c'est l'inflation sous-jacente, l'inflation PCE, donc c'est la mesure la plus surveillée par la Fed, la partie cœur notamment, qui est la partie sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation, hors énergie. Souvenez-vous qu'on était bloqué depuis 3 mois à 2,8%. Pendant 3 mois, on était au même niveau. Et là, enfin, on passe de 8 à 2,6%. Ce sont des progrès qu'il faut noter, parce qu'on avait quand même ce sentiment qu'il y avait peu de progrès réalisés jusqu'à présent. Donc enfin, ça repart un petit peu dans le bon sens côté inflation. Et sur l'aspect macroéconomique, en revanche, on a eu pas mal de statistiques américaines cette semaine, et c'est le cas déjà depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'on note également ces derniers temps, que le flux macro américain, l'ensemble des données macroéconomiques américaines, eh bien cet ensemble est plutôt moyen ces derniers temps. Non pas qu'il soit mauvais, encore une fois on le rappelle, on peut avoir des chiffres moins bons que le consensus, moins bons qu'attendu donc, sans pour autant qu'ils soient mauvais. Mais on note quand même qu'il y a
déjà sur l'immobilier des chiffres très récemment, enfin pas très récemment, qui étaient déjà pas terribles depuis quelques temps, mais on sent qu'il y a quand même une petite dégradation. Là, sur les derniers chiffres publiés, là par exemple, le jour, c'était les ventes de logements neufs, on était à moins 11,5% d'un mois à l'autre, voyez. Et tous les chiffres immobiliers qui ont été publiés ces dernières semaines ont vraiment été assez nettement en dessous des attentes. Et puis globalement, c'est l'ensemble des datas publiées aux États-Unis qui sont en dessous des attentes. Donc on a un repli comme ça comment dire, des chiffres voilà, qui sont moins bons que ce qu'on attend. On voit que dans les prévisions de la Fed d'Atlanta qui suit ces statistiques pour en établir une prévision de croissance qui est régulièrement actualisée tout au long du trimestre, eh bien, on avait démarré le trimestre à des prévisions de croissance pour le trimestre en cours à 4%. On était descendu à un moment donné en dessous de 3%. Puis on avait rebondi au-delà de 3%. Et là, au moment où on se parle, avec ces derniers chiffres du dernier jour, on est revenu à 2,7%. Donc vous voyez, on sent qu'au niveau encore une fois, c'est un modèle qui est assez volatile de prévision de croissance, qui arbitre en fonction des datas, mais on sent quand même que sur l'ensemble du trimestre, globalement, on avait démarré assez fort en termes de prévision, et tout au long du trimestre, eh bien, c'est plutôt en train de ralentir, ce qui épouse un petit peu le sentiment que l'on a par rapport à ces données économiques. Et donc, la question de fond, pour qu'on décrit d'un côté les chiffres d'inflation et de l'autre la macroéconomie, parce que un des buts de la Fed, c'est évidemment le but principal, c'est de ramener l'inflation vers 2%. Pour ce faire, Jérôme Powell l'a expliqué à plusieurs reprises, il ne faut pas évidemment que l'économie tombe en récession non plus. Là, oui, on aurait une inflation à 2, peut-être à moins de 2%, mais il y aura un problème économique. Le but, c'est que l'économie ralentisse suffisamment, sans se cracher, pour ramener l'inflation à 2%. Donc là, on commence à voir potentiellement ces signaux de ralentissement, mais on voit que la Fed, pour l'instant, n'envoie toujours pas de signal. C'est-à-dire que même, par exemple, là, après les chiffres d'inflation tout à l'heure, on a eu une membre de la Fed qui s'appelle Mary Daly, qui s'est exprimée juste après la publication des chiffres, qui a salué quand même les progrès. Elle a dit, voilà, ces chiffres c'est une bonne nouvelle d'avoir ces chiffres-là, mais elle dit, l'inflation est encore trop élevée, en gros, on ne peut pas baisser les taux tout de suite, il n'y a pas encore la fenêtre de tir pour baisser les taux, qu'il ne faut pas bouger trop tôt, etc. Donc, on sent qu'il n'y a toujours pas le feu vert en termes de communication de la Fed sur une baisse de taux. Donc, ce qui signifie très probablement, si personne après ces chiffres ne vient dire formidable, et donc, voilà, ça veut dire qu'il n'y aura probablement rien du tout avant la rentrée. Donc, on est toujours plutôt focalisé sur le mois de septembre pour la première baisse de taux, à condition que les mois suivants, juillet, août, que les chiffres d'inflation poursuivent leur amélioration également. Voilà. Donc, on a cette impression actuellement qu'il y a un petit peu une espèce de course de vitesse entre, d'un côté, la macro américaine qui semble montrer des signaux un peu de ralentissement, et de l'autre côté, une inflation qui, oui, enfin, commence à ralentir un petit peu sur la partie cœur, la partie PCE cœur, mais sans que pour l'instant, ça déclenche de satisfecit de la part des membres de la Fed qui ouvrirait du coup la voie aux baisses de taux rapides. Et donc, s'il faut encore attendre 3 mois à 4 mois pour avoir des signaux de baisse de taux et que l'économie continue de ralentir, à un moment donné, le marché action va devoir se poser, les investisseurs vont devoir se poser la question de la valorisation des actions. On va prendre un cas aussi concret. On a eu en cette fin de semaine la publication des résultats de Nike, une valeur qui est très surveillée par rapport justement à la question de la consommation. Les résultats étaient mitigés, mais ce qui a surtout fortement déplu, c'est les projections qui ont été très largement révisées à la baisse. Et on voit aussi que ça touche, pas seulement la question, la Chine évidemment fait toujours partie de ça, mais des questions aussi sur la dynamique américaine. Et donc, vous voyez, si on commence à voir des signaux sur des valeurs de consommation ralentir, la consommation, c'est le pilier de la croissance américaine. 2/3 du PIB, c'est de la conso. Donc, vous voyez, normalement, est-ce que ce sont les bases qu'il faut pour pousser les marchés actions plus haut? Les valorisations, là, j'ai décrit à plusieurs reprises, sont déjà pas données aux États-Unis. Là, la macro offre enfin au marché de quoi peut-être consolider un petit peu certains indices. La Fed ne poussant toujours pas le bouton des baisses de taux, cela donne des éléments de réflexion supplémentaires. Donc, est-ce qu'on n'a pas là des critères favorables à un peu de retenue de la part du marché action? Moi, je trouve que oui. Et on en parlait tout à l'heure, donc est-ce que ce n'est pas le moment qu'on pourrait choisir les investisseurs du coup pour commencer à consolider un petit peu sur les marchés actions US, ce qui ferait donc remonter un petit peu la volatilité avec un VIX qui pourrait remonter dans une zone entre 15 et 20, voire un peu au-delà de 20 pendant quelques temps. Il me semble que la fenêtre actuelle pourrait offrir ce genre de situation. Voilà pour le bilan de cette semaine. Rapidement, la semaine prochaine, donc une semaine qui sera focalisée sur les services et l'emploi américain. On aura d'abord ce week-end important, élection évidemment en France, mais on aura des analyses d'activité en Chine aussi qui seront publiées dimanche. Manufacturiers et services. Donc attention, on sera publié dimanche, c'est à surveiller, ça concerne la Chine. On aura ensuite
Lundi, tout ce qui est ISM manufacturier aux États-Unis. On aura ensuite des chiffres d'inflation pour l'Europe. Ce sera mardi, chiffre d'inflation, mais là-dessus, il y a quand même beaucoup moins de stress. On le sent bien sur la partie européenne par rapport à l'inflation. Et attention, on aura aussi lundi et mardi des discours de Christine Lagarde. Et évidemment, on la surveillera par rapport au résultat de l'élection, surtout si c'est par rapport au marché obligataire, à cet écartement de spread. On verra ce qu'il en est lundi après l'élection, mais Christine Lagarde sera évidemment très très surveillée par rapport à ses propos, parce que jusqu'à présent, évidemment, la BCE n'abonde pas dans le sens qu'elle elle interviendra sur le marché obligataire si les taux se tendent trop pour la France. C'est évidemment pas le but avant une élection. Elle ne peut pas, comme ça, donner carte blanche aux candidats pour dire ce qu'ils veulent. Même si la BCE est apolitique, elle ne peut pas donner comme ça des messages, des gages, des gages et des garanties comme ça avant une élection. Ce serait abattre une carte beaucoup trop tôt. Donc, il sera intéressant d'écouter une fois que l'élection, le premier tour sera passé. On verra la tête des spreads et des taux à ce moment-là, et on verra ce qu'elle a à nous dire de ce côté-là. Cette semaine, j'ai oublié de vous en parler, l'Allemagne a quand même dit qu'elle ne souhaitait pas que la BCE intervienne par rapport au stress obligataire français. En gros, ça veut dire chacun prend ses responsabilités budgétaires, les candidats prennent leurs responsabilités budgétaires et ils doivent faire face aux conséquences de marché. Encore une fois, il y a des prêteurs qui prêtent à la France. La France fonctionne et emprunte parce que les gens lui prêtent. Donc c'est la condition sine qua non pour que l'économie fonctionne. Si les prêteurs ne vous prêtent plus et que ceux qui détiennent votre dette commencent à la vendre, là vous êtes mal barré. Donc les propos de Lagarde vont être très importants justement par rapport pour voir un petit peu la position de la BCE, surtout si le stress obligataire se poursuit. On terminera donc ensuite la semaine avec des éléments liés un peu à la partie américaine, les chiffres, les minutes de la Fed, les minutes, donc le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, ce sera mercredi soir avec les minutes. On aura l'ISM service également, important cette indice d'activité dans les services aux États-Unis, et puis on finira la semaine vendredi avec le fameux rapport sur l'emploi. Excellent week-end à tous, et donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler à nouveau de politique française après le premier tour, et puis débriefer tout ce qu'on aura vu tout au long de la semaine sur l'emploi américain, les discours de banquiers centraux et les indices d'activité, services notamment aux États-Unis. Excellent week-end à tous, et à la semaine prochaine. Au revoir.